Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique du film qui signe le retour de Christophe Gans à la réalisation, retour à Silent Hill. Depuis sa sortie, le film reçoit des critiques et un torrent de haine assez hallucinant de la part notamment des fans hardcore du jeu d'origine, et notamment aussi du remake, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui a été signé par Bloober Team. Mais en fait, j'avais vraiment envie de discuter de ce film parce que pour simplement poser la question suivante, est-ce que vraiment le film est mauvais, est pourri, est raté, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il mérite autant de haine et de mauvaises critiques? Pour vous raconter l'histoire, donc en fait James, c'est un homme brisé par la séparation avec son grand amour, donc Marie. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silent Hill pour l'envoyer à la recherche de la femme qu'il aime. En gros, par ce synopsis, on aurait pu se dire, oui, ça reprend le jeu d'origine, enfin il y a le scénario du jeu. Et c'était d'ailleurs vendu pour ça. Sauf que, en fait, de ce qui ressort après le visionnage du film, que j'ai vu donc au cinéma, c'est un film assez chaotique en fait qui va osciller entre des très bonnes idées et des mauvaises idées, donc des mauvais choix. Donc ce qui ressort après le visionnage du film, c'est un sentiment de déstabilisation complète, totale. En fait, on ne sait pas si on a aimé le film ou si on l'a détesté, mais pour dire, c'est que plus en fait je pense à Retour à Silent Hill, plus je me dis qu'en fait le film était pas si mauvais, était vraiment intéressant, et surtout que je lis la novélisation également qui est sortie il y a pas longtemps. Je vous en parlerai de ça après. Donc, en fait, oui, comme je l'ai dit, c'est que le long métrage de Christophe Gans exprime un chaos émotionnel et scénaristique. Donc ce chaos émotionnel va s'exprimer par le chaos scénaristique et le chaos de la mise en scène. En ça, il reprend bien l'atmosphère du jeu et la psyché de James. Mais est-ce que c'était intentionnel? En effet, le long métrage aussi entre de très bonnes idées, surtout visuelles, je reviendrai après sur ce point, et des mauvaises idées, des mauvais choix, comme je l'ai dit, surtout au niveau scénaristique, en changeant complètement le récit initial. Même si de base on part sur la même, on va dire, histoire de James, voilà, Sunderland, qui a connu une jeune femme qui s'appelle Marie, et qui va essayer de la retrouver à Silent Hill et qui reçoit une lettre. De base, en fait, c'est ça l'histoire. Sauf que Marie est non pas seulement une petite amie, mais sa femme. Je reviendrai sur ce point après. En fait, on a l'impression que Gans ne sait pas sur quel pied danser. Il veut à la fois travailler en fait vraiment la psyché de James en proposant une version, on va dire une réinterprétation, une réadaptation en fait de Silent Hill 2, puisqu'il le dit aussi en entretien et dans les interviews, c'est qu'en fait il a fait le film par rapport aux émotions qu'il a pu ressentir quand il a joué au Silent Hill 2 d'origine, au jeu, et par rapport à ses propres interprétations, qui est très intéressant finalement quand on y pense et quand on s'extirpe un petit peu et totalement même, du jeu. Et il aussi entre l'envie de donner aux fans, voilà, tout, toute, bah, toute, tous les tenants et les aboutissants de Silent Hill 2 avec ses monstres. Donc on retrouve aussi donc ce côté, on va dire, fidélité. On retrouve l'ambiance fidèle, c'est-à-dire que comme d'habitude, Christophe Gans, notamment, il y a de belles trouvailles visuelles et une vision artistique qui est présente, et notamment ça passe par l'ambiance de Silent Hill, qui est très bien retranscrite comme le premier, à défaut d'avoir une histoire qui est 100% fidèle au jeu d'origine, grâce notamment à l'utilisation des frais pratiques. Et c'était un parti pris qu'il exprimait notamment lors des entretiens que j'ai pu visionner, et notamment dans Silent Hill 1 aussi, il avait repris les effets pratiques et reprend évidemment les danseuses aussi pour les infirmières et des contorsionnistes, etc. pour les différents monstres. Et on ressent aussi, donc par de ce fait, la solitude et la crasse, en fait, puisqu'il y a tous les effets visuels présents en practical. Et nous retrouvons les monstres cultes du jeu Silent Hill 2, donc Pyramid Head, Flesh Lips, dans une nouvelle version, Maria, Abstract Daddy, notamment, et les infirmières. Et il manque notamment les mannequins. Et on a un nouveau monstre original, notamment, qui est la femme araignée. Nous retrouvons également tous les lieux mythiques du jeu vidéo, donc le lac de Toluca, Evans Night, l'hôpital de Brookhaven, les appartements de Woodside notamment.
Et notamment, Evans Night n'est pas une maison close, enfin voilà, un club de striptease, mais ici est simplement une boîte de nuit, donc il y a quand même des modifications, et je reviendrai sur ce point du pourquoi du comment il y a ces modifications-là, et comment on peut les interpréter comme quelque chose de, voilà, qui crache sur le jeu d'origine. Mais voilà, il n'y a plus le côté sexuel en fait complet du récit de Silent Hill 2. Donc ça devient une simple discothèque. Et au niveau des personnages, Christophe Gans nous propose une vision originale. Bon, on retrouve des personnages seulement les noms. C'est-à-dire que James n'est plus ici un simple employé de bureau. Alors je sais pas, dans le lore de Silent Hill 2, on ne dit pas vraiment le métier de James. Après, est-ce qu'on a vraiment eu besoin de dire le métier? Bon bref, ça part en fait du postulat du fait que on s'identifie à James parce que c'est un peu monsieur tout le monde, quoi, c'est l'homme lambda. Et voilà, mais donc c'est pas un employé de bureau, etc. Mais ici c'est un artiste peintre, hein, donc qui conduit une Mustang. Donc ce qui peut dérouter et décontenancer, hein. Quand on est fan du jeu, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Et il fume un joint. Ce qui est beaucoup plus, le développement du personnage est beaucoup plus intéressant dans la novélisation que dans le film. Donc Marie n'est plus une femme qu'on pourrait qualifier de timide et réservée dans les jeux, hein, donc qui s'habille de manière traditionnelle. Marie, on la voit très très peu en fait finalement dans le jeu vidéo. C'est un peu comme dans le film d'Hitchcock, hein, Rebecca, où on voit pas Rebecca tout le long, mais voilà, on parle beaucoup d'elle, etc. Donc c'est un fantôme finalement qu'on pourrait dire, hein. Alors que là, Gans a voulu lui donner une identité propre. Surtout ce qui faisait la force de Marie, c'était un peu cette figure de l'innocence, de cette femme juvénile je crois qu'elle a 25 ans, qui est très timide, très pure, enfin, dépeinte, hein. Après, on sait pas si c'était vraiment comme ça qu'elle était. Mais là, en fait, c'est pas du tout le cas, hein. C'est-à-dire, on trouve plus ce côté réservé avec la longue robe, c'est-à-dire que elle a pas ce côté extraverti, etc. Là, où elle se cache un petit peu, elle cache ses formes, etc. Là, on a complètement une Marie en femme forte, qui prend des initiatives et qui habite Silent Hill même. Ce qui était quelque chose peut-être qui était, on va dire, sous-entendu dans le jeu, mais qui n'était pas exprimé, qui laissait voilà, l'interprétation. Donc Christophe Gans a voulu recréer aussi, donc ce qu'il disait dans les interviews, c'est le mythe d'Orphée, et mettre en image le mythe également de la muse du peintre. Parce qu'il pensait, en fait, il l'exprime très bien, c'est que il pense que le côté vraiment psyché trouble et brouillon et très chaotique, ça n'avait que de sens pour un peintre, parce qu'un peintre imagine en fait son monde tout le temps et qui vit dans son monde, donc il transcende, enfin il est transcendé par le monde qu'il a créé, etc. Donc ce qui est une vision très intéressante. C'est une bonne idée sur le papier, mais qui enlève dans un certain sens la substantielle moelle, donc je dis du récit d'origine. Parce que ça enlève ce côté James, c'est un peu le monsieur tout le monde, quoi. Là, James, c'est un artiste, donc il a un côté créatif, il est troublé, il a une Mustang, donc on donne... Ça enlève ce côté un peu effacé qu'il a, il a beaucoup plus peut-être de personnalité, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, on va dire, en soi, de vraiment s'identifier au personnage. D'ailleurs, le couple n'est donc pas marié, a vécu ensemble seulement quelques temps, bon on dit 1 an, 6 mois, on sait pas vraiment. Alors que dans le jeu c'est directement dit que Marie est morte et avait cette malheureuse maladie incurable pendant 3 ans, donc ce qui donne quand même, on va dire, une ampleur pour le couple, etc. Donc ça donne du réalisme et tout. Et ça enlève voilà, tout l'attachement qu'on a pour les personnages, et d'ailleurs leur relation à l'écran ne paraît entre guillemets pas crédible quand je l'ai vu, hein. Et James paraît être un homme obsédé par Marie, enfin il y a un côté un peu, manière un peu psychotique, mais qui est expliqué par le mythe d'Orphée notamment, et ce côté qu'il a retrouvé en fait finalement, on va dire l'inspiration grâce à Marie, ce qui est très bien expliqué dans la novélisation, dans les premières pages, mais ce qui est pas du tout expliqué dans le film finalement. Parce que James en fait avait dans la novélisation on apprend que James en fait avait le syndrome de la page blanche,
et qu'il allait à Silent Hill notamment pour peindre des enfin qu'il allait à Silent Hill, qu'il allait peindre des paysages, etc., pour essayer d'être plus créatif, et qu'il rencontre sa muse, donc Marie, qui va lui permettre, voilà, de créer en fait son monde artistique. Qu'en fait, ça explique pourquoi il est tellement obsédé par elle. C'est un peu sa vie, quoi, entre guillemets. Ce qui peut le rendre, si on n'a pas ces explications, ça peut le rendre complètement pas attachant du tout, quoi. Et les autres personnages présents dans le film ne ressemblent absolument pas, enfin leurs histoires plutôt, aux personnages d'origine, donc Angela, Laura et Eddie. Hein. En effet, donc là c'est un spoil, Christophe Gans a fait en sorte que toutes les représentations féminines, donc Angela et Laura, soient et sont en fait des parts de Marie. Laura représente l'enfance de Marie troublée par son père, hein, une enfance... je ne dirais pas le mot, mais voilà, on comprend mieux dans la novélisation et quand on regarde l'interview, les nombreuses interviews de Christophe Gans, notamment avec le bébé, là. Et Angela, ça représente la Marie abusée par son père. Parce qu'ici, en fait, on a... ici, on a un récit qui va plus partir sur le postulat de l'abus, et qui va plus effectivement partir sur l'histoire d'Angela dans sa globalité. Et de plus, Christophe Gans a rajouté un culte dans l'histoire. Hein. Le culte, notamment pour faire écho à Silent Hill 1, mais on ne sait pas vraiment si c'est le même culte ou pas. Donc Marie ne meurt plus d'une maladie incurable, mais à cause du culte, qui était dirigé par son père Joshua Crane. Il y a également, il n'y a plus autant d'ambiguïté dans le geste de féminicide de James. Ici, Marie lui demande clairement de le tuer. Maria, effectivement, était toujours un double de Marie, mais ici, elle ne fait plus sens. Tout comme Eddie, qui n'apparaît pas plus de 5 minutes dans le film, ou encore les infirmières. D'ailleurs, les mannequins, comme je l'avais dit avant, ne sont pas présents du tout. Donc tout l'aspect sexuel, en fait, du message de Silent Hill et la frustration sexuelle qu'a engendré la maladie de Marie, à James notamment, n'est plus présent. Christophe Gans, en changeant l'histoire de base, a complètement oblitéré ce que j'ai dit, la part sexuelle du récit. Dans le nouveau film, James n'a pas vécu pendant 3 ans avec sa femme Marie, malade et alitée, il revient juste pour la voir à l'hôtel Lakeview. Et elle est malade parce qu'elle a été empoisonnée par son père. Toute la frustration sexuelle ressentie par James, exprimée par les mannequins, les infirmières ou Maria, n'est plus présent dans le film, ce qui enlève toute la portée symbolique de base du jeu vidéo, ce qui peut être vu comme une insulte, tout simplement. Toutes les paroles passives-agressives de Marie envers James à l'hôpital, quand elle était internée en soins palliatifs, n'y sont plus. La détresse émotionnelle évoquée par Marie lors de cette scène dans le long couloir, hein, pour si vous avez joué au jeu, on a toute une scène de dialogue incroyablement triste. Dans le jeu, n'est plus présent dans le film, et ça enlève toute la complexité de l'histoire. Parce qu'en fait, ici, James est vu comme un espèce de héros. Alors que dans le jeu, il y a une ambiguïté où on sait pas comment se positionner par rapport à James. Et on ressent une réelle empathie dans le jeu, et ici, on ne la retrouve pas. Malgré ses énormes défauts, cependant, quand même des qualités, Christophe Gans propose une mise en scène intéressante avec des thématiques intéressantes si on fait l'effort, entre guillemets, de prendre de la distance avec le jeu d'origine. Plusieurs plans ont été réalisés en drone, ce qui nous offre de beaux visuels, notamment sur Silent Hill. Au début du film, quand James est dans sa voiture, il y a une surimpression de branches d'arbres sur son crâne, et ça métaphorise son brouillard mental. Il y a aussi des plans fixes magnifiques qui mettent en opposition James et Marie. Lors de la séquence de l'appartement, à Woodside, dans l'autre monde, on voit la silhouette de Marie à la fenêtre, et James est en dessous. Même chose pour la scène où James rencontre Flash Lips. Et il y a certaines scènes aussi qui font écho effectivement aux jeux vidéo. Ces plongées sur le personnage en hauteur sont typiquement des scènes qu'on peut retrouver notamment dans Silent Hill 1, et là il l'a repris.
Et tous les plans, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pensés pour être des échos d'autres scènes et des liens entre les flashbacks et le monde de Silent Hill. Donc le miroir est d'ailleurs replié plusieurs fois pour bien exprimer l'amnésie de James. Et le fait qu'il se crée à travers le miroir, c'est une porte vers son autre monde, si on veut. Toutes les scènes dans le monde rouillé font écho aux scènes de flashback et décrivent en fait le délire chromatique de James. Il y a également des plans séquences qui évoquent notamment cette idée qu'en fait le monde de Silent Hill est créé à partir de la psyché de James, notamment quand on a les sirènes et tous ces sans bras ces silhouettes sans bras qui sont des monstres qu'on retrouve à l'origine dans le jeu, qui viennent, etc. Donc on a un plan séquence, etc. très mini-circulaire sur James, et en fait le monde rouillé, même là, des fois il pose sa main sur le sol, il y a tout qui devient dégueulasse, émane de lui. C'est intéressant. Et au niveau du miroir, on a le rétroviseur dans la voiture, donc dans les deux scènes de voiture, parce que la scène de début et la scène de fin font écho en fait à ce passage clairement dans l'autre monde, notamment aussi le miroir dans les toilettes, le miroir à l'hôtel des lieux quand il va revoir Marie. Et il y a plusieurs scènes aussi qui sont hyper intéressantes au niveau symbolique, notamment en fait la scène du labyrinthe. En fait, symboliquement, Christophe Gans a représenté le brouillard mental de James, l'espèce de cheminement qu'il doit faire pour retrouver la mémoire par le labyrinthe, qui revient plusieurs fois dans le récit. Et notamment, on a un labyrinthe avec plein de portraits de Marie, qui est très symbolique, qui exprime bien l'emprise, enfin pas l'emprise, mais l'obsession qu'a eu James pour sa muse. Et on a une super scène aussi où James en fait tombe dans l'eau avec tous les portraits de Marie, etc. L'eau qui est aussi très présent dans le film, moins que dans le jeu, parce que l'eau en fait est un catalyseur, on va dire, de la vie. L'eau représente la vie, et en spoilant, on a la fin In Water notamment, et très intéressant. Il reprend l'idée que l'eau a été contaminée, etc. Donc il donne du contexte, qui ajoute un peu plus qui ajoute des éléments au lore, donc ce qui peut être intéressant. Et on a notamment la scène d'Abstract Daddy qui est je trouve très malsaine dans le film, encore plus que dans le jeu, parce que dans le jeu, en fait, ce que je reproche notamment au film, c'est le manque de subtilité. Il y a un manque de subtilité flagrant dans le film, mais parce que je pense qu'on doit expliquer aussi aux spectateurs ce qui se passe, notamment à ceux qui connaissent pas les jeux. Donc des fois des scènes peuvent laisser sourire, etc. On revient 15 fois sur le fait, spoiler, que James est Pyramid Head, avec notamment le fait que James va carrément, comme si on n'avait pas compris, dessiner la pyramide sur sa tête. Encore une fois, c'est très grossier, mais dans l'esprit du fait de dire que James imagine tout ça, il se crée son monde parce que c'est un peintre, ça passe, quoi. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que il manque de la subtilité et de la lenteur, c'est les principaux défauts, c'est que tout va vite. Et on trouvera peut-être ça dans le director's cut, cette lenteur, et peut-être ces scènes qui manquent, notamment une séquence avec Eddie dans le frigo qui est présent notamment dans la novélisation, où on révèle qu'en fait, et ça prend tout son sens, même si ça reste encore très tiré par les cheveux, même si c'est intéressant, qu'Eddie en fait est un double de James, et que là en fait Eddie serait celui... Enfin bref, l'espèce de catalyseur des mensonges. Enfin, c'est assez bien. En fait, je comprends ce que voulait faire Gans, mais c'est assez bizarre comme approche, même si finalement on peut dire oui, effectivement, Eddie a un côté très maléfique, il se traite, il se surmène. Donc en fait, l'histoire d'Eddie dans le jeu, c'est quelqu'un qui s'est fait insulter et compagnie. Donc
En soi, on peut comprendre cette idée que James et Eddie, mais ça reste quand même assez bizarre, même si intéressant somme toute. Donc le film est également construit, comme je l'ai dit, donc du point de vue de James, ce qui peut expliquer l'aspect chaotique du film et les nombreux flashbacks, un peu à la manière de... Alors, sans comparaison avec ce film, mais avec l'échelle de Jacob, ou avec un David Lynch, Inland Empire par exemple, qui est vraiment un film sur le cauchemar. Très chaotique, on comprend pas tout, je dirais que ouais, effectivement, c'est un peu à la Lynch, même si, voilà. Donc, de mon point de vue, en fait, le film de Gans, il reste très intéressant, parce que, malgré de gros défauts scénaristiques et de rythme, parce qu'en fait, il invite à réfléchir sur toute la symbolique du film, même si, encore une fois, il y a des séquences qui sont juste pas possibles, et aussi cette histoire de culte n'est pas importante en fait, hein, parce que en fait c'est un récit sur globalement l'abus paternel etc. Donc très très intéressant, mais voilà, c'est pas c'est pas un film qui restera dans les annales du cinéma comme étant un chef-d'œuvre, mais de mon point de vue, le film gagnera en fait en popularité d'ici quelques années, comme le premier, qui a un statut culte depuis. Et vraiment, comme dit, la novélisation apporte quand même beaucoup plus de détails dans l'histoire de Marie. On va développer notamment toute la secte, l'emprise, parce que dans le film c'est pas exprimé, mais cette emprise qu'elle perd, cette emprise qu'elle culte, de pression sociale aussi, enfin on peut voir plein de choses par rapport à ça. Il y a dans Silent Hill 2, il y a une théorie, une théorie je pense que bon ça a repris, de comme quoi James et Marie auraient voulu peut-être avoir un enfant mais qu'ils n'auraient pas pu à cause de la maladie de Marie, puisque plusieurs fois dans le jeu on entend des cris d'enfants, des pleurs d'enfants. Là c'est pas pareil, c'est-à-dire que là ça vient le bébé vient d'une relation très très ignoble avec le père, et c'est un parti pris, mais on y perd effectivement en fidélité par rapport au jeu. Mais de mon point de vue, le film reste intéressant à analyser. Il y a beaucoup de scènes aussi. On peut rapprocher tout ça de la maternité également, je veux dire les scènes avec les sans-bras, c'est clairement une allusion à la maternité aussi. Où il fait des plans notamment sur le liquide, etc. qui tombe, et les pieds, typiquement séquence d'accouchement. Il y a des séquences aussi sur une voiture où un sans-bras va dans les égouts. Je reprends toute la scène en contre-plongée avec les cafards, qui étaient aussi intéressantes. Les travées circulaires rapides dans l'ascenseur, quand ils descendent dans ce labyrinthe de portraits, qui était vraiment intéressant. Et on peut voir aussi peut-être que il reprend la théorie du loop, mais peut-être que le SDF c'est James finalement. Enfin, il y a plein de subtilités quand même si le récit ne reste pas subtil. Mais j'attends grandement la Director's Cut, donc au final je trouve que le film effectivement n'est ni... Ça reste pas un super film, mais ça reste un film assez intéressant pour le visionner quand même. Peut-être pas, je dirais au cinéma, mais c'est un film qui invite en fait à un deuxième visionnage pour pouvoir vraiment comprendre, entre guillemets, je dirais pas toutes les subtilités, mais la symbolique, enfin du moins de ce qu'a voulu faire Gans. Parce qu'en fait, avec du recul, on comprend un peu mieux, surtout en lisant la novélisation. Donc pour moi, en fait, le film mérite pas du tout le bashing qu'il a eu. Faut juste, je pense, faire abstraction du jeu de base pour pouvoir l'apprécier et essayer d'être ouvert d'esprit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve prochainement pour une autre critique.